Bonjour à tous. Nous allons parler d'une chose importante dans le cadre de tout ce qui est SG1, Battlestar Galactica, pour faire simple, tout ce qui parle de civilisation extraterrestre, du passé, du présent et en quelque sorte du futur, dans nos science-fiction. Il y a une chose qui reste là-dedans. La possibilité qu'il y ait eu sur Terre une forme de vie non humaine évoluée. Soit ayant vécu avant nous, soit en parallèle, soit nous a plus ou moins suivis jusqu'à une période, on va dire, assez récente. Puis ensuite, via tout ce qu'on dit sur les extraterrestres, comme quoi qu'ils nous auraient créé, qu'on soit en partie hybride, et que maintenant, il n'y a quasiment aucune possibilité de faire la différence entre l'un et l'autre, nous avons plusieurs, plusieurs théories, plusieurs faits rapportés dans des journaux, dans des récits anciens et autres, expliquant qu'il y a eu des rencontres, des choses qui ont été vues, donc des témoignages. Certaines choses sont passées dans le domaine des mythes, des légendes, d'autres simplement de contes, avec des faits réels à l'époque, transformés en allégories ou simples petits récits. Et là, on va parler du euh, Mahabharata et de faits nucléaires. De toute façon, vous avez le nom de l'article dans la description. Et regardez à chaque fois les descriptions que je donne. Quand j'ai quelque chose à dire ou des liens à donner, c'est à l'intérieur. Ce que vous voyez à la vidéo, ce que vous entendez, une partie, et même de manière plus approfondie, et dans la description. Et quand je donne un article, c'est pour que vous puissiez le lire. Quand je ne donne aucune source, c'est que je vais pas avoir de problème avec certains ou bien avec YouTube. Bon, on va parler d'une possible guerre nucléaire dans le passé. On va partir euh, les essais nucléaires de 1945 qui ont amené à Hiroshima et Nagasaki. Enfin, je sais pas trop si j'ai bien prononcé, peu importe. Bon, selon les faits actuels, la première bombe nucléaire date du 16 juillet 1945 au Nouveau-Mexique à White Sands. Euh, Proche de Alamo. Tout le monde pense que c'est la première fois que la Terre connut une explosion nucléaire. Mais selon le Mahabharata, un texte appartenant au texte sanskrit de la culture indienne ancienne, il y a eu déjà un cas de nucléaire. Il y a environ 4000 ans. Selon les manuscrits du Mahabharata, des machines volantes appelées Vimana volaient un peu partout, et les dieux, les déesses et autres sont battus à de nombreuses reprises. Ce que eux voyaient comme des flèches, différents projectiles lancés par exemple avec des frondes ou autres, étaient des armes que l'on peut voir actuellement, dont certaines euh, s'approchent de l'arme nucléaire et voire même de projectiles nucléaires étant largement plus puissants que ce que nous avons actuellement. Même la plus grosse bombe nucléaire actuelle, qui me semble doit être russe, ne serait
que l'équivalent de la plus petite bombe française actuelle, en comparaison. Mais avec un raffinage de la matière et euh, un mélange minéral amplifiant euh, certains impacts de cette bombe. Bon, dans toutes ces armes, des textes sanscrits écrits dans le Mahabharata, on a un projectile ayant la puissance de l'univers et pouvant être plus puissant que le Soleil, et même des milliers de soleils. Donc nous avons des tremblements de terre très importants, nous avons des vagues de feu très importantes, des vagues de poussière très importantes, et des morts en très grande quantité. On parle même de cheveux qui tombent, d'ongles qui tombent, de peau qui pèle allant jusqu'au sang, et de morts lentes, et de diverses tumeurs et autres se développant sur la personne passer une certaine distance. Et tout cela se relie avec la légende de l'Atlantide qui aurait disparu de manière catastrophique, importante et brutale. Et ceci est raconté dans une œuvre dite de fiction de Platon. Enfin, propagée par Platon, mais après, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a écrit? Ayant perdu énormément de textes à travers le temps et à travers les guerres religieuses et l'invasion, on ne peut être sûr de qui l'a écrit et de quelle date cela date réellement. Car n'oublions pas, certains textes de fiction ou de romans sont devenus, par la magie humaine, des choses que l'on peut considérer comme étant vraies. Parce que passé un certain niveau, certains personnages de fiction peuvent devenir presque des personnages réels de par leur aura. Et des personnages réels peuvent devenir des personnages de fiction de par leur vie. Extraordinaire, par exemple, un homme qui aurait vécu tout un tas d'aventures. Extraordinaire, on se demande comment ça se fait qu'il a pu tout vivre en même temps. Et pourtant, il est vrai que cette personne a vécu, mais un personnage de fiction, ayant eu une vie à peu près classique, pourrait passer pour une personne réellement ayant vécu chez nous. Bon, vous avez probablement compris ce que je veux dire. Ensuite, là-dedans, dans tout ce qui est guerre nucléaire et passé, on a la célèbre phrase de Robert Oppenheimer, que vous pouvez également entendre la petite phrase dans le film qui lui est dédié. On parle du projet Manhattan et de ce qu'un journaliste a posé comme question à Oppenheimer. Quel effet cela fait-il d'être le père de la bombe nucléaire? Il a répondu, vous voulez dire à l'époque moderne, ce qui a choqué tout le monde, et ce qui amena à la fameuse phrase du Mahabharata, maintenant je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Cette phrase, que l'on lui attribue comme étant récitée, ça, il n'y a pas de problème. Mais cette phrase, vous pouvez l'entendre dans plusieurs films, plusieurs séries, et même dans des romans qui ont été adaptés, et bien sûr dans toutes les lectures science-fiction, fantastique et autres. Cette phrase a été, selon ce que j'ai pu, moi, lire
écouté et autres de manière personnelle, utilisé plus d'une vingtaine de fois, dont des transformations. Ensuite, on nous parle de Patrick Clayton, qui, via des explorations, des découvertes et autres, trouva un verre, oui, le minéral vert. Il trouva des morceaux de verre, jaune vert, dans du sable. Et il découvrit, via tout un tas d'expériences et de recherches, que ce verre-là avait les mêmes particularités que le verre qui s'est formé lors des essais de la bombe nucléaire. Et le verre qu'il a trouvé, ce qu'on appelle un verre libyque. Un verre ayant des particularités, un verre très particulier, qui ne peut être formé que sous certaines températures et avec certains éléments précis. Le verre qu'on peut appeler... ouais, il y a le verre libyque, mais après, j'ai oublié de le marquer, mais le verre formé par les bombes nucléaires, il a un autre nom, justement lié à l'un des lieux de découverte. Enfin, peu importe, vous allez chercher, c'est pas compliqué. Ces deux verres-là ont des particularités, mais le verre retrouvé dans le désert a une forme plus pure, plus stable, et avec des éléments que l'on ne trouve pas là-dedans. Pour le verre libyque, ce verre, on va dire naturellement trouvé dans le sable, on a beau avoir cherché des traces de météorites, des traces de cratères, impossible. Mais par contre, on a trouvé des traces de matériaux proches d'une bombe nucléaire et de ses effets sur l'environnement. Cela peut être compliqué à comprendre, mais voilà. Le verre libyque a été, libyque, libyen, comme vous voulez, a une clarté très importante, plus de 89%. On constate que, en cas de formation de ce verre précis, avec une météorite, on trouve du fer, du magnésium et autres que l'on ne trouve pas dans ce verre-là qu'on a trouvé, mais qu'on trouve un petit peu dans sa version, on va dire, artificielle. Qu'on a plus ou moins également trouvé sur les plages japonaises, proches de là où les bombes ont explosé. Maintenant, on va un petit peu sortir du sujet. On a de nombreux endroits où l'humanité a eu ordre de ne pas mettre les pieds. Certaines personnes, dans l'époque moderne, sont allées voir. On a un endroit où on a un ensemble de piliers minéraux bouchant et englobant un trou. Le côté nucléaire de cet endroit, les radiations propres à ces zones-là, de tous ces pilots, disons que vous ne pouvez pas y rester longtemps. Même à côté de Tchernobyl est bien plus vivable. Et cela expliquerait ce qui aurait pu se produire, par exemple, pour Mohenjo-Daro, également pour justement cette affaire de guerre nucléaire dans le passé, qu'on peut associer avec l'Inde et son récit plurimillénaire.
On a ça, on a également des endroits comme des îles où on dit faut pas s'approcher de tel endroit, et quand on regarde bien ces endroits-là, ils ont un côté magnétique, ionique et de radiation nucléaire, on va dire, importante. Par exemple, je sais plus où c'est en Inde, justement, c'est une sorte de ville construite avec des piliers minéraux ayant des particularités très importantes, où là, passé un certain niveau, quasiment tout ce qui est euh, sur batterie électrique ou autre casse. Surtout, plus on va en profondeur. En hauteur, ça a pu se dégrader plus rapidement, ou bien ce n'est pas tout à fait la même matière. Donc, une caméra, un micro ou autre, ça peut encore. Mais par contre, à ce que j'ai pu entendre, tous les reportages et autres, dans ces endroits-là, enfin à cet endroit, euh, ils ont un temps limité avant que la machine ne défaille. Après, c'est comme vous voulez, bon bah, faites vos recherches ou autre. Moi, je ne fais qu'exposer un texte et certaines choses à rapporter. Le vrai du faux, ce n'est pas vraiment à moi de le juger. C'est à vous, personnellement, de dire oui c'est vrai, oui c'est faux. Ah, ça, on peut se poser la question, oui ou non. Mais une chose est sûre, certaines choses dans le passé ont un impact dans le présent. Certaines choses dans le passé, que l'on raconte via des récits, des contes, des légendes, ont, comme tout conte et légende, une certaine forme de vérité derrière. Soit un message propre à une époque, ayant une volonté universelle, soit un récit réel, raconté de voix en voix, de siècle en siècle, pour que cela nous parvienne. Certaines choses sont restées dans le passé, ont été transformées et sont revenues via des livres, des contes, des légendes, on va dire récentes ou modernes. Mais certaines choses restent, mais restent tellement longtemps qu'au bout d'un moment, on doit se dire oui, cela est une réalité. Cette chose est arrivée, cette chose arrive, et cette chose arrivera encore. Par exemple, certaines rencontres avec certains êtres, qu'on se dise oui, bon, la personne qui raconte ce récit de rencontre est une personne dans l'ufologie, fan de tout ça, fan de science-fiction, oui, je peux comprendre qu'on se pose des questions. Mais quand certaines personnes parlent de rencontres avec des êtres dont ils n'ont jamais entendu parler, et dont de nombreuses personnes ont fait le témoignage, on se dit, d'accord, la personne n'est pas dans tout ce qui est science-fiction, ufologie et autres. Donc son récit, deux choses se passent. Soit c'est une réalité, soit notre cerveau a, selon des, on va dire ça comme ça, des phénomènes, on va dire naturels, tendance à répéter certaines formes dans des rêves, des cauchemars ou on va dire des délires. Cela après implique une certaine forme de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, ou sommes-nous dans ce qu'on pourrait appeler une matrice, une vie fantasmée actuellement. Certes, on peut mourir dans ce monde, mais qui dit qu'on ne se réveillerait pas dans un autre monde? Ou que ce monde-là ne fait qu'activer certains phénomènes de notre cerveau, de notre vie, amenant à plus ou moins à ce qui se passe dans les films Matrix. Ou autrement, on peut avoir la version des séries Stargate, où on voyage dans le temps, dans l'espace ou autre, mais on est allongé dans une machine, et cette machine nous fait vivre des aventures. Mais au lieu de mourir complètement, sachant que nous sommes dans une forme de stase, cette vie-là meurt, mais on repart depuis zéro avec un autre personnage
pour former une nouvelle vie et nous conserver vivants et en bonne santé dans une machine de stase. Ça, on peut le voir, je crois que c'est dans Stargate Atlantis, avec un vaisseau qui est attaqué par les Wraiths. Et il y a une sorte d'incursion pour trouver un code ou autre. Et puis la même journée se répète de boucle en boucle. Et puis voilà quoi. Bon, enfin, voilà. Tout ça pour dire que la possibilité qu'il y ait eu une guerre nucléaire dans le passé, on ne peut l'exclure. Ne serait-ce que par certaines traces et qu'on peut rapprocher avec certains autres faits. Mohenjo-Daro, euh, certains verres dans le sable qui sont bizarres. On dirait que c'est du verre qui a été formé par une chaleur très très intense. On a également dans certains endroits des briques de terre qui ont fondu, fusionné, pareil pour la poterie, pas que à Mohenjo-Daro, mais à d'autres endroits. On se dit, soit quelque chose a brûlé de manière intense et on ne sait pas quel matériau qui a brûlé et combien de temps, soit c'est une matière propre à ce qu'on peut appeler l'énergie nucléaire ou quelque chose s'y rapprochant, pour provoquer une chaleur très intense, même brutale, mais seulement intense pour que cela puisse dégrader des minéraux et les faire fondre et les faire fusionner à certaines épaisseurs de briques ou autres, enfin, façon de dire. Soit c'est superficiel, soit ça rentre 2, 3, 4, voire même l'entièreté de la matière. Cela n'est qu'une forme de possibilité. Si vous avez, vous, votre avis, votre opinion, ou quelque chose à redire, là, vous avez les commentaires. Vous pouvez liker, disliker comme vous voulez. Mais une chose est sûre, soyez respectueux. Vous êtes insultant, je bloque. Point barre. Plus de détails. Je suis bien gentil, mais moi, je reste correct. Allez, au revoir, à une prochaine.